Mission Vision avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très contente de vous accueillir pour une autre belle émission de Mission Vision. Aujourd'hui, on va parler d'un sport, le goalball, ce sport qui est spécifiquement pour les personnes en situation de handicap visuel. On va accueillir Marc Lemieux, qui est directeur général de la SAC. Et tout de suite après, on va parler avec David Trudel-Bergamo, qui est en situation de handicap visuel. Il est intervenant à INCA et on va pouvoir en apprendre davantage sur le gars derrière le chef des programmes à INCA. Et on commence avec Marc. Bonjour Marc. Allô Julie, ça va bien? Ça va bien toi? Super bien. Oui, Marc, ben là, en fait, moi, je suis vraiment contente parce que, ben, on s'est parlé il n'y a pas si longtemps tu m'as, bon, c'est ça, un événement qui approche à grands pas, hein, un beau gros tournoi de goalball. Fait que je voulais en profiter pour qu'on parle de ça, mais je voulais en profiter pour qu'on parle aussi de la SAC, hein? Qu'est-ce que c'est cette association-là et qu'on entend souvent parler de l'association des sports, mais on dirait que il y a quelque chose est-ce que c'est relié aux Olympiques, aux Paralympiques, là, ce côté-là un peu plus compétitif où on est plus dans le loisir et tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment là, la SAC, là, pour nous donner un peu la mission? Ouais. Ben, la mission, à la base, c'est de promouvoir la pratique du sport amateur au Québec auprès des personnes qui vivent avec une déficience visuelle. Oui. Puis, dans le fond, ça favorise en fait leur intégration là, hein, dans la vie et tout ça. Là, ça, je dirais que c'est la mission de base. Oui. Mais on est aussi reconnu par le gouvernement ou par le ministère de l'Éducation comme étant la fédération sportive. En fait, la fédération de goalball. Je fais ça comme ça. Là. Donc, c'est nous qui régissons le goalball au Québec, là, autant qu'une autre fédération d'un autre sport. Là. Oui. Donc, c'est ça. C'est notre titre reconnu là, comme fédération sportive. Fait que, oui, il y a le mot association, mais on est une vraie fédération sportive. Là, avec tous les niveaux, là, que ce soit le loisir, le récréatif, mais aussi le niveau compétitif. Et tu parlais de compétition. Oui, bien c'est ça, mais fédération, là, pour monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire être la fédération du goalball au Québec? Oui, ben c'est que dans le fond, dans le sport, ou dans tous les sports, là, on parle ici d'un parasport, là, mais c'est la même chose. On est tous, dans le fond, dans la province, en fait, on va dire comme au Québec. Là, on a tous comme une propriété d'un sport ou de sport, OK? Donc, on est un peu comme à la tête, comme un peu Hockey Québec, pour le hockey. Je fais un parallèle, là. Même chose, nous, au niveau du goalball, c'est la SAC. OK? Puis, ce qui fait qu'il y a des paliers. Hein? Donc, nous, on est toujours provincial, mais il y a aussi notre pendant national. Mais c'est ça. Okay? Même chose comme Hockey Québec, Hockey Canada. Hein? On fait des liens, là. Oui. Ben, nous, on a l'Association des sports pour personnes aveugles du Canada, le CBSC en anglais, là. Mais eux, dans le fond, c'est au niveau national. Et au niveau national, ben après ça, on va au niveau international, qui est IBSC, l'acronyme, qui est pour tous les sports, pour les personnes aveugles. C'est dans le fond la Fédération internationale. Fait que, c'est vraiment par palier comme ça. Donc, dans le fond, on est responsable de faire on régit, dans le fond, le sport. Donc, que ce soit les règlements, tous les règlements qui passent du niveau international, défendre bien sur les provinces. Oui. On bâtit nos propres programmes aussi, tu sais, au niveau de nos compétitions et tout ça. Fait que c'est plus ça l'idée, ou faire un parallèle avec, tu sais, je dis hockey, ça peut être baseball Québec, ça peut être n'importe quel autre sport, là, athlétisme, tu sais, peu importe. Ou boccia, ça, on reste dans le parasport, boccia, ou nos collègues de parasport, qui, eux, ont 7 sports là, qui sont sous le RED, on peut dire ça comme ça. Là. Oui. Nous, dans le fond, c'est le goalball.
Donc, Ça veut on fait d'autres dire... activités, mais Oui. grosso modo, là, à haut niveau, là, c'est le goalball. Mais au niveau du goalball, ça veut dire que si je fais du goalball à Saint-Lin, ça va être régi. Il y a une branche que c'est vous qui Ben, régissez. ça va être un club. Hein? Ça va être un Ouais. club qui va être formé. Par exemple, je donne un vrai exemple concret dans les Laurentides. Oui. Il y a l'association pour le loisir des personnes handicapées là, de Laurentides. Et Oui. sous ça, peut-être que tu es au courant, mais il y a une division aussi des personnes qui ont une déficience visuelle. Oui. Donc, ils ont une sous-association, on peut appeler ça comme ça. Oui. Et dans le fond, ils ont créé un club de goalball Mhm. là-bas. Donc, il se joue du goalball. Donc, c'est un club, dans le fond, qui est membre chez nous. Ah, Donc, ben c'est ça. Oui, on parle même pas d'un particulier, là. On parle vraiment d'un club qui est membre Oui. chez nous. Amateur. Exactement. Complètement amateur. Complètement, là, on parle de récréatif. Là. Oui, c'est ça. Si éventuellement un joueur de Laurentides ou une joueuse de Laurentides avait beaucoup d'intérêt, par exemple, Ouais. ben pourrait, puis qui vraiment aimerait ça faire plus que juste du récréatif, ben elle pourrait s'essayer, par exemple, à nos tests pour l'équipe du Québec. Cette OK. personne-là. Mais Puis jouer pour l'équipe du Québec. c'est ça. C'est que C'est ça peut s'en aller plus loin comme ça, là. Ouais. Puis quelqu'un qui joue dans l'équipe du Québec peut faire aussi l'équipe nationale. Oui. Ça peut aller jusque-là. Là. Tu sais, c'est ça. Fait que OK. quelqu'un qui a vraiment ce désir-là, Oui. puis qui veut foncer, puis qui veut vraiment aller jouer, même jusqu'aux Paralympiques. Ah, wow. C'est un rêve qui est possible Hum. pour une personne qui a une déficience visuelle. C'est Ben, incroyable. ça, c'est super inspirant parce que là, on parle du goalball. Bon, c'est un sport, je vais dire moi, je trouve pas que c'est encore un sport qu'on connaît tant que ça. Là. Tu sais, moi-même qui a l'handicap visuel, je pense que le goalball, là, honnêtement, ça doit faire peut-être 5 ans là, que je connais ça. Là. Puis tu sais, avant ça, j'aurais pas pu te dire qu'est-ce que c'était ce sport-là. Donc, je trouve que de plus en plus, on en entend parler, mais c'est encore pas si connu que ça. Là. Je m'en vais sur la rue puis je fais un vox pop là, avec des questions. Là. Je suis pas sûre des réponses si ça serait exactement ce que c'est le goalball. 100% raison. C'est Écoute, ça. je te dirais que dans le fond, plus qu'on en parle, plus que des gens, tu sais, ça se pousse à un moment donné. Oui. Tu sais, une personne peut en parler à d'autres et tout. Tu sais, il n'y a pas juste la publicité dans la vie. Des fois, tu sais, comme on dit, du bouche à oreille, ça glisse encore. Mais un bel exemple, c'est aux Paralympiques, aux Jeux paralympiques de Paris. Oui. En 24, il y a eu du goalball. Donc, on parle du goalball de très, très haut niveau, là. Oui. Et c'était fantastique. Là. Est-ce que c'était la première année qu'il y avait... Non, pas du tout. OK, non, c'est ça. La première fois, en 76, à Montréal. En 76? Oui, à Montréal, il y a Wow. eu du goalball, puis c'était pas sous les figies de paralympiques, hein, dans ce temps-là. C'était dans les Jeux olympiques, il y avait une division avec des personnes qui ont des handicaps, donc des sports un peu parasports, on peut dire ça comme ça. Puis ça a été donc c'est vraiment au niveau de l'historique et tout ça, c'est un peu spécial. Ben oui. Puis ça existe depuis finalement longtemps. Écoute, ça a même été inventé après la Deuxième Guerre mondiale. Wow, vraiment, là, là, spécifiquement, là, pour des personnes qui ont un handicap visuel. Là. Oui, c'est le seul sport qui a été vraiment créé sur mesure pour les personnes qui ont un handicap visuel. C'est pas un sport adapté. Là. C'est ça, parce qu'habituellement, c'est des sports adaptés. Exactement. Comme je parlais tantôt vite des autres petites activités qu'on fait on de faire sur le côté, là, récréatif. Là, mais si on parle du goalball, ça avait vraiment été créé comme ça après la Deuxième Guerre mondiale par un acteur, en fait, qui travaillait avec des gens qui revenaient de la guerre, des soldats et tout ça. Puis qu'il n'y avait pas d'activité sportive comme telle pour eux. C'était pas évident de les faire bouger, tout ça. Fait qu'il a pensé à ça avec un ballon sonore et tout ça, de faire en tout cas, il a comme inventé le jeu. Donc le sport comme tel. Puis évidemment, ça a évolué là, au fil du temps.
Mais Mais- on parle quand même ça fait quand même un petit bout de temps. Ouais, sauf qu'on dirait que juste le fait que tu dises que c'est pas un sport qui a été adapté, ça, on dirait que ça... ça me donne des frissons, j'en parle. J'ai comme des frissons parce que Oui, je trouve qu'il y a quelque chose que c'est unique. Ce sport-là, absolument. c'est Absolument. unique. Il n'y a rien. Absolument. Non, il n'y a rien. Puis, tu sais, c'est bien les gens disent à quoi ça ressemble? Oui. C'est souvent ça que j'entends. Ben là, j'ai de la misère à l'expliquer. Je dis des fois, ça ressemble comme lancer un ballon ou comme une boule Ouais. de quilles. tu sais. Oui, Tu oui. sais. Bon, on s'entend que c'est pas une allée de quilles pantoute, là, mais tu sais, non. c'est comme envoyer le ballon comme une quille à peu près. C'est ça. Comme une boule là, de quilles, là, mais Oui. en même temps, tu sais, ceux qui ont joué au ballon chasseur, quand ils étaient jeunes, Oui, c'est ça. on s'envoie le ballon sur quelqu'un, ben, on fait Ouais. le retour. Moi, Tu sais, il y a quand même- je dirais que c'est un mélange entre les quilles par rapport à le lancer, hein, qui est de Ouais. cette façon-là le lancer. Ah, ça. Le Ouais. ballon chasseur qu'on lance sur le monde, mais le ballon chasseur, il Ouais. n'y a pas de but. Donc, j'ajoute avec ça le soccer. Oui, absolument. Ah, Mais- ben, c'est excellent. Hein? Oui. C'est comme, Ouais, pour moi, c'est là, bon. c'est un mélange de ces trois-là. Ouais. Puis là, Ouais. on a le goal ball. Donc, concrètement, absolument. Marc, ça Oui. ressemble à quoi le goal ball? Ben, écoute, c'est pas compliqué, c'est 3 contre 3. OK? Fait qu'on a Ouais. 3 joueurs qui vont. Par exemple, quand on a le ballon, OK? On a un centre puis 2 alliés. Ouais. OK? Puis, donc, on va lancer le ballon selon une stratégie. Hein? Bien sûr, chaque équipe et tu sais, on a un peu une stratégie. Fait que c'est de lancer le ballon d'autre bord. Puis, on parle d'un but de 9 mètres de long. Hein? C'est C'est énorme. de chaque côté, là. Oui. C'est le but le plus long de tous les sports. En Donc, plus. c'est pas compliqué. Puis, les joueurs, s'ils reçoivent le ballon, il faut qu'ils l'arrêtent. Mhm. Fait qu'il faut qu'ils s'étendent de tout leur long, qu'ils se protègent bien sûr la figure, puis qu'ils étendent leurs bras. Tu sais, j'essaie de l'imaginer, là, un peu, là. oui. Mais, puis, tu sais, on peut aller voir, bien sûr, sur YouTube ou même sur notre site web, là, pour voir un peu des séquences de ça. Oui. Mais bref, là, si on veut essayer de le comprendre en le visualisant dans notre tête, là, donc on se lance sur notre long, donc on se lance, hein, puis on arrête le ballon. Fait que là, si on arrête le ballon, on le prend, puis après ça, on le relance. C'est ça. Fait que c'est comme toujours un bord et de l'autre comme ça. Mais là, le puis ballon, ben, là, on veut pas qu'il rentre dans le but. Mais moi, Non. là, si j'utilise mon corps, justement, Oui. pour arrêter le ballon, ouais. est-ce que je dois l'attraper ou si, justement, ça fait un peu comme le ballon chasseur et si j'arrive pas à l'attraper puis que le ballon il fait juste me toucher, oups, Ouais. je t'ai éliminé. Ben, Mais là, on est 3 par non. équipe. C'est ça, c'est vraiment de bloquer. Bon, c'est ça. Fait que On c'est résume, vraiment là, on le bloqué. bloque. C'est On ça. le bloque, puis après ça, on réussit, hein, en général, là, Oui. à le rattraper. Oui. C'est parce qu'on l'a bloqué, un peu comme un gardien de but au hockey. Ouais, puis la c'est ça. rondelle va le frapper, puis la rondelle va partir, puis il va peut-être essayer de la reprendre. tu sais. Oui, oui, Quand oui, dépendant du jeu, mais on comprend un peu l'idée. Fait qu'on Oui. prend le ballon, puis là, on se relève, puis là, l'autre équipe qui attend le ballon, hein, parce que c'est ça, hein, le jeu, là, Mhm. ils vont se mettre en position un peu comme tu sais, accroupis Oui. pour être prêt à se lancer. Parce que tu sais, si tu te lances debout à terre, pas évident. Fait que tout de suite, ils vont se mettre en position pour essayer de leur bloquer puis de leur lancer. Fait que c'est vraiment ça le programme pour essayer d'expliquer. Puis le ballon, évidemment, comme j'ai dit au début, il est sonore. Hein? Oui. Je sais pas si on entend. Oui, on Dans les entend comme, écouteurs, un petit comme des petits grelots du Père Un Noël. grelot. C'est un grelot, là. Puis on l'entend bien dans un gymnase, évidemment, avec le silence. Ça, Ben c'est oui. ça qui est spécial de ce sport-là. Oui, 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 c'est que là, on Il n'encourage pas, là. Non. Quand le ballon est en jeu, là, c'est silence total Complet, dans là. un gymnase, le complet. Et c'est même une règle. Là. C'est Oui, pas oui, juste, oui. on demande aux gens de ne pas parler ou de siffler quoi que ce soit. Là. C'est un silence complet. Puis évidemment, entre les jeux puis tout ça, ou des arrêts de jeu, là, on peut commencer à parler puis peut-être encourager nos équipes. Oui, oui, là. oui. Mais c'est vraiment, vraiment important. Puis l'arbitre le dit aussi que c'est silence. Mais c'est quand Donc, même il y a vraiment- spécial, ça, ce petit côté-là, parce qu'habituellement, on va encourager notre équipe. Mais là, c'est comme si la façon de l'encourager, là, c'est vraiment, là, c'est de ne pas répondre à un appel téléphonique. Là. Tu sais, c'est vraiment d'être complètement dans le silence pour que Absolument. eux puissent avoir
toute leur capacité auditive, là. Parce que là, s'il y a de la pollution auditive à droite et à gauche, ça ne fonctionne pas. Absolument. Puis d'ailleurs, tu sais, quand on a un gymnase, il n'y a jamais un autre gymnase à côté. Tu sais, souvent, il y a des gymnases qui existent doubles, là. Oui. Tu sais, avec un rideau, des trucs comme ça. Mais oui. On n'a jamais une autre équipe qui joue à côté, ou deux équipes qui jouent à côté, ou une autre activité sportive, quoi que ce soit. Oui. On prend tout le gymnase. S'il est double, on prend le gymnase au complet. C'est réservé pour notre goal ball. Ça, c'est vraiment important, là, parce qu'on ne veut pas... les portes, généralement, sont fermés aussi, parce que des fois, les gens jasent dans le corridor et tout. Fait que c'est sacré, je dirais ça comme ça. Oui. Le silence pendant que ça joue. Donc, c'est vraiment particulier, vraiment exceptionnel aussi, à voir ou à essayer ou à jouer. Là. Mais là, justement, il y a un événement qui approche à grands pas, où est-ce que, là, on parle de tournoi, gold ball, mais quand on imagine tournoi, justement, on imagine un gymnase là, l'autre gymnase là, l'autre, et là, on fait... Mais là, en étant dans du gold ball, comme tu dis, on peut pas avoir un gymnase partagé. Donc là, ça veut dire que même dans la gestion du tournoi, vous devez trouver un gymnase à Montréal qui est pas un à côté de l'autre, là, parce que c'est pas dans deux villes différentes, là, tu sais, c'est... Non, effectivement. Donc, notre défi, ben là, on est chanceux parce que son résume, là, c'est que notre tournoi qui s'en vient, le tournoi invitation de Gold Ball de Montréal qui s'en vient du 23 au 25 janvier, la semaine prochaine, ça vient vite. C'est le 24e, d'ailleurs, qu'on fait. Ce tournoi-là, il y a toujours au moins minimum 12 équipes. Donc, on a toujours 2 gymnases. Puis là, on est chanceux jusqu'à cette année, là, parce qu'on avait le centre récréatif Gadebois dans le sud-ouest de Montréal. Oui. Donc, on l'a encore, là, d'ailleurs. Là, ce que je veux dire, c'est que ce centre récréatif-là, il y a 2 gymnases, mais complètement séparés dans la même bâtisse. Donc, ça nous permet d'avoir 4 équipes qui jouent en même temps. Donc, ça, c'est vraiment un avantage, parce que c'est quand même sur 3 jours. Puis comme cette année, on a 14 équipes. Quand même, hein? Donc, quand même, là. Donc, c'est pour ça qu'on a absolument besoin de 2 gymnases. Pour la grosseur du tournoi, là, on a un plus petit en juin que là, on est capable de jouer avec un gymnase. Mais celui-là, c'est vraiment 2 gymnases en même temps, presque jusqu'à la fin. En fait, juste les finales, là, qu'on se joue juste dans un des 2 gymnases, là. Et c'est partout, c'est international, là. Donc, c'est de partout, là. Ben, en fait, c'est un tournoi invitation, un peu qu'on appelle un open, là. Donc, c'est des équipes qui sont invitées, dans le fond, d'élite, en partant. Donc, souvent des équipes provinciales ou d'États ou de pays qui vont être intéressés à venir jouer à ce tournoi-là. On a déjà eu des équipes d'Australie, un peu d'Europe, des pays, là. Mm-hmm. Ça dépend des années. OK. Cette année, on a des équipes du Canada, puis on a 2 équipes des États-Unis. Ah oui? Oui. Est-ce que par rapport à justement là, tout ce qui s'est passé, parce que tu dis que ça fait quand même 24 ans qu'il y a le tournoi, est-ce que le fait d'avoir des gens qui vont représenter d'autres pays, c'est un petit peu plus difficile? Bien, la pandémie. Mais c'est ça, j'allais dire, depuis... La pandémie a changé beaucoup de choses, hein? Pas juste à notre niveau à nous, hein? À beaucoup de niveaux. Oui. Partout, hein? Fait que je dirais qu'il y a un avant puis un après. L'année passée, en fait, quand on a refait en 2000, moi je suis arrivé en 2023, donc c'est 2023, il y avait juste 10 équipes. L'édition 2024, il y avait juste 10 équipes aussi. Puis 2025, l'année passée, on avait 18 équipes. Puis cette année, on a 14. Donc, ça donne comme ça. Là, parce qu'on a un petit peu moins d'équipes américaines d'hommes qui viennent, parce que ça donne en même temps qu'un autre événement qu'ils ont aux États-Unis. De leur côté, là. Oui, de leur côté. Fait que ça a donné mal, là, ça a même fin de semaine. Mais bon, peut-être l'année prochaine, ça va être différent. Fait que on a toujours des équipes intéressées qui nous écrivent. Là, j'ai une équipe du Pakistan. Ça fait 2 ans qu'ils m'écrivent qui ont un grand intérêt, mais souvent, c'est des coûts
Oui. Hein, les coûts, le coût du voyage, d'hébergement et tout, là. Fait que c'est quand même pas rien, là. Fait que je pense que les équipes, ils évaluent un peu. Ils ont d'autres tournois plus régionaux pour eux, qui coûtent un peu moins cher. Fait que venir de loin comme ça, ils évaluent tout ça. Mais ils ont un intérêt, en tout cas. Mais moi, ce que j'aime, Marc, c'est d'entendre qu'au Pakistan, il y a une équipe de goalball qui existe. T'sais, on dirait qu'on a l'impression... Tu sais, moi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a juste des aveugles au Québec, là, puis au Canada, là. Non, mais tu sais, des fois, ça fait ça, tu sais, un peu comme si... Dans le fin fond d'un petit pays, on dirait que j'ai de la misère à ajouter parce qu'on les voit pas. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on est habitué d'imaginer. Fait que là, tu as dit qu'au Pakistan, pour qu'il y ait quand même une équipe de goalball, ben c'est parce que ils ont quand même assez de participants. Et ce n'est que des personnes qui sont en situation de handicap visuel aussi, là. Tu sais, dans le sens qu'ils vont pas dire « Ah oui, nous, on joue au goalball, mais c'est tous des voyants, mais ils se mettent des bandeaux. » Non, ce qui va arriver dans le récréatif, des fois, il y en a des voyants qui vont jouer, c'est récréatif, c'est pas un problème. Mais quand tu viens pour jouer au niveau compétitif, c'est une autre chose. Non, ça prend, là, il faut vraiment être classifié comme avec une déficience visuelle au niveau médical. Mais est-ce que justement, dans les différents pays, il y a différentes, façons d'évaluer? Y a-tu, tu sais, parce que je me dis, est-ce que au Pakistan, moi, j'arrive là-bas et j'ai la même tu sais, peut-être qu'au Pakistan, tout d'un coup, ils vont dire, t'es non-voyante, ou y a-tu comme un peu ce truc-là que vous autres, quand le monde, ils disent, oui, on a une équipe de goalball, vous devez comme vous assurer que c'est vraiment des personnes qui sont en situation de handicap? En fait, c'est la Fédération internationale qui dicte les règles. Mais non, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose de plus grand, là. Tu sais, c'est ça. C'est descendu après. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment pas un problème à ce niveau-là. Ah, ben non, c'est ça. Puis, effectivement, ça joue partout. Au Brésil, le goalball est très, très fort. Plein de pays, la Turquie, l'Australie, la France, le goalball aussi. Mais il y a plus de monde qu'ici, bien sûr. Fait que, statistiquement, il y a plus de personnes qui ont des déficiences visuelles en nombre. Mais ça joue partout, finalement. Ou presque. On peut dire ça, ou presque. Là, puis, ce qui fait qu'il y a de la compétition de haut niveau à ce moment-là. Et là, justement, comme il y a différents types de handicap visuel, parce que dans le sens qu'il va y avoir des joueurs qui vont avoir une cécité complète, il va y avoir des joueurs qui vont avoir une vision avec un résidu. Comment ça se passe dans comme exemple, là, quand il y a une équipe où est-ce que justement il y a différentes visions? On fait quoi? C'est ça, on fait quoi? Je pense que c'est très, très, très simple, en fait. C'est que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout le monde a un bandeau noir de goalball. Donc, c'est pas juste un petit loup là, pour dormir. OK, c'est ça, là. On parle d'un vrai... c'est comme un masque, un peu, on peut dire, là, qui est vraiment fait, le goalball, qui est tout avec padé, tout ça, qui couvre vraiment tous les yeux, qui tient un peu comme des lunettes de ski. Hein? Ça ressemble un peu comme des lunettes de ski. Donc, c'est tout noir. Et en plus, une petite couche de plus, c'est que dans un tournoi comme le nôtre, en fait, semaine prochaine, il y a des pansements, ou en bon français, des patchs, là, qu'on se met sur les yeux. Et les arbitres, leur rôle, c'est de s'assurer que les joueurs qui n'ont même pas une petite lueur de lumière là, qui pourrait être un avantage, là, ou on s'entend un peu de trichage. D'avoir un petit résidu, puis voir un petit peu de lumière, des fois, ça peut nous diriger, ça peut nous aider. À ce moment-là, tout le monde est dans le noir total. Donc, c'est vraiment un tu sais, comme tu dis, il y a vraiment comme un équipement spécialisé, sécuritaire aussi, veut pas. Absolument, en plus de sécuritaire, oui. Parce que, tu sais, comme tu dis, qu'il y a comme un peu quelque chose qui vient padder ou, comme le corps humain devient, tu sais, lui qui bloque, là, tu sais, tu deviens comme...
qui sont protégés en plus, hein. Des genouillères, des coudes, et coquilles pour les hommes. Les femmes ont même un protège pour la poitrine. Il y a vraiment une protection qui est là pour effectivement absorber le choc et pour pas se blesser finalement. Là. Mais non, parce que comme tu dis, le ballon, il va vite. Hein? Le ballon va vite. On parle, chez les femmes, il peut aller jusqu'à 60 km/h quand même. Puis c'est un ballon de 5 livres en caoutchouc, qui n'est pas gonflé, qui est dur. Les hommes, ça peut aller jusqu'à 72-75 km/h. Quand même! Au niveau élite, il y en a qui lancent aussi vite, aussi fort que ça. Wow. Fait qu'il faut être bien protégé. Et bien sûr, on a en plus la protection et la double utilité là, pour le bandeau. Oui, et je pense que là, dans le fond, il y a 14 équipes. On en a combien au Québec? On a une équipe d'hommes et une équipe de femmes. OK. Et là, on a, parce que dans le fond, sur les 14 équipes, il y en a 2 des États-Unis, je pense que tu as dit. 2 équipes de femmes. En fait, il y a 8 équipes, pour résumer, il y a 8 équipes de femmes cette année, puis il y a 6 équipes d'hommes. Donc, d'habitude, on a le contraire. On a plus d'équipes d'hommes. Là, cette année, on en a plus. Fait que j'aime bien ça, là, de voir qu'il y a plus d'équipes de femmes cette année, puis ça donne comme ça. Fait que c'est l'année là, pour aller encourager nos femmes. En tout cas, moi, j'adore ça de voir qu'il y a plus de femmes. Absolument. Je pense que tout le monde a cliqué là-dessus. Là. On a 8 équipes, dont justement 2 qui viennent des États-Unis, là, sur ces 8-là. Une équipe du Québec, bien sûr. Mais tu sais, on en a de Colombie-Britannique, Alberta, Ontario. Ah, ben oui, il y a le Canada aussi. Nouvelle-Écosse. Ah oui, OK. Donc, si on calcule toutes ces provinces-là, qui représentent 1 ou 2 équipes par dont hommes ou femmes, là, ça nous fait un total de 14 équipes là, au total. Là. Donc, on est vraiment... on va avoir une belle compétition. Vraiment? Donc là, ça va se passer le week-end 23, c'est un samedi. 23, vendredi. Ça commence vendredi prochain à 6 heures le premier match. Oui. Donc, en fait, c'est pas compliqué. C'est de 6h à 9h le vendredi soir, le 23. Oui. C'est de 8h à 9h le samedi 24. Oui. Et de 8h à 2h le dimanche 25. Oui. Dimanche, c'est les finales. Demi-finale, finale. Ben oui. Non, c'est ça. Et c'est gratuit. Est-ce que les gens doivent s'inscrire ou on dit « Ah, tiens, samedi, j'ai rien à faire, je m'en vais au gymnase Gadebois. » Absolument. Pas de billets, pas besoin de réserver. On se présente. Il y a une table d'accueil. Fait que les gens, des fois, ils arrivent et ils disent je sais qu'il y a du gold ball en fin de semaine, mais on les dirige, on leur dit, regardez, juste à monter par là pour aller voir dans les estrades pour le gymnase A, descendre par là pour le gymnase B pour les autres parties. Fait que les gens vont s'installer, puis évidemment, on leur donne quelques petits consignes. Oh oui! Parce que les gens ne connaissent pas ça, là, fait qu'on leur dit... Vraiment, merci, Marc. Donc, on invite les gens à aller aussi sur le site de la SAC, pour pouvoir voir aussi toutes vos autres activités que vous proposez. Absolument. Alors, bienvenue à tous la fin de semaine prochaine. Merci, Marc. Merci, bye-bye. Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain. Et je suis très contente parce que là, j'accueille en studio David Trudel-Bergamo, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais je vous invite à écouter l'émission de la semaine passée où est-ce que je faisais une entrevue avec Marie-Claude Garceau. On parlait des visionnaires et David Trudel, son nom est ressorti quelques fois dans cette entrevue. Allô, David? Bonjour, Julie. Comment vas-tu? Ça va très, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien, je suis vraiment contente parce que, David, nous, on s'est parlé dans le temps des fêtes. Hein? On a fait une petite pause entre notre travail. Hein? On s'est dit, on fait juste une petite discussion comme ça. Donc, on a jasé ensemble un petit peu. Et je trouvais ça intéressant parce que tu travailles à INCA. Tu es chef des programmes du côté adulte, parce qu'il y a la même chose, mais du côté jeunesse. Tout à fait. Et en même temps, tu es une personne en situation de handicap visuel. Donc, oui, on le sait, à INCA, on va mettre
en lumière beaucoup là, ce qui est en lien avec le handicap, mais c'est pas tout le monde qui travaille à INCA qui a une cécité, là. Donc, moi-même, je ne savais pas que toi, tu en avais une. Et finalement, en jasant, ben là, je me suis dit, ouais, mais j'aimerais ça, oui, qu'on parle à l'intervenant, mais je veux aussi qu'on parle du gars en arrière. Parce qu'on le sait, si tu es intervenant en situation de handicap visuel, c'est sûr que ton parcours n'a pas été un long fleuve tranquille, là. Hein? Oui, il y a peut-être eu certaines petites particularités qu'on peut connaître entre nous. C'est ça, exactement. Mais si on remonte, là, toi, au niveau visuellement, là, est-ce que tu es né avec une cécité? Est-ce que c'est arrivé graduellement? Pour répondre à la question, c'est arrivé graduellement. Bien sûr que dans mon cas, comme pour beaucoup de personnes, c'est une maladie génétique. Ouais. Dans mon cas, on parle de la rétinite pigmentaire. Évidemment, c'est une maladie dégénérative et sur lesquels les premiers symptômes, dans mon cas, sont arrivés à l'adolescence. Les premiers symptômes significatifs, Oui. mais rétrospectivement, maintenant que j'ai plus de connaissances sur la pathologie en soi, je peux bien me reconnaître dans plusieurs symptômes à la petite enfance aussi. OK. Mais toi, vu que c'est la rétinite pigmentaire, est-ce qu'on parle de quelque chose qui est génétique? Oui, tout à fait. OK. Donc, dans ta famille, il y en a d'autres? Non, pas du tout. Ah, mais ils sont porteurs. Non, pas nécessairement, parce que qui dit génétique ne dit pas nécessairement une lignée héréditaire dans beaucoup de cas. Oui, et il y a plusieurs manières, mais comme on n'est pas dans une entrevue sur la génétique, on va passer. Oui, c'est mais ça. je suis, dans mon cas, un peu le patient zéro. Ah, oui. Oui, de ma propre lignée. Parce qu'il n'y a pas de cas connus. Il y a peut-être des ancêtres inconnus qui ont eu, mais qui ne sont pas connus. Fait que techniquement, je suis le patient zéro de ma lignée. Donc, tu pourrais être le premier... Oui. C'est plate d'être initiateur de cette manière-là. C'est ça que ta future lignée pourrait avoir la rétinite pigmentaire. Ben oui, c'est pour ça que j'ai gardé toujours l'œil ouvert et vigilant vis-à-vis de mes enfants. Oui, ben c'est ça, parce que tu as des enfants. Oui. T'en as combien? J'en ai 2. T'en as 2. Mais est-ce que justement, là, la question... c'est ça. La question qui tue. Qui tue. Est-ce que tu as 2 enfants en situation d'handicap visuel? Pas du tout, et j'en suis grandement heureux. Mais ça a été quand même des soucis, des inquiétudes pour moi et la maman dans le temps des maternités, des rendez-vous en génétique pour investiguer. Et grandement pour nous... comme la maman a zéro problème visuel, c'était de l'ordre de 1% les chances de transmission. Donc, c'est tout à fait normal. Ben oui, c'est ça. Donc ça s'est pas transmis. Non. Et si, d'ailleurs, il y a des signes précurseurs qui un jour arrivent, au moins, j'aurai l'œil vigilant et connaisseur des situations, donc en possibilité d'agir beaucoup plus vite pour mes enfants que... dans ma propre histoire. Oui, c'est ça. Mais là, en ce moment, est-ce que tu as encore un résidu visuel? Tu vois-tu encore un petit peu? Oui. Je suis considéré comme semi-voyant encore. Okay. J'ai un résidu visuel, on va dire, entre 5 et 3%, grosso modo. C'est beaucoup plus de l'ordre des ombrages, des luminosités en différents contextes d'éclairage, vraiment. La rétinite pigmentaire, c'est vraiment les contrastes qui la caractérise. Donc, oui, en ce moment, je suis semi-voyant. OK. Donc, ça veut dire que toi, dans le noir, le soir, tu dois plus voir grand-chose. Non, je vois les halos, des réverbères et des lumières de voiture. Oui, c'est ça. Et je suis comme curieuse parce que là, Marie-Claude, elle nous parlait, tu sais, que dans le fond, tu es un sportif aussi, tu es intervenant. Donc, ta formation, est-ce que c'est travailleur social par hasard? Oui, tout à fait. De profession, je suis travailleur social. Et là, c'est vraiment très, très drôle ce que je vais dire parce que ça vient de m'allumer là, à l'instant. Quand tu as dit que tu avais 2 enfants, est-ce que on se serait pas déjà parlé au téléphone jadis, il y a quelques années, est-ce que par hasard, tu faisais du... tu sais, que au niveau visuellement, là, tu sais, que ça fait finalement un bout, là, que tu as cette vision-là, là, tu sais, que c'est quand même... et que tu faisais beaucoup de sport, là, même du skate, là, tu sais, du roulis-roulant, là, Non, ça, tu confonds avec un autre David. Un autre David? J'ai jamais fait vraiment de skate. En tout cas, je me permettrais pas de le dire. Hey! Bon, ben OK, c'est pas toi. Mais il voyait un peu comme ça, là, une espèce de petite demi-lune et il y avait 2 enfants. Non, c'est pas moi.
puis être travailleur social. Ça veut dire que tu n'as pas travaillé chez Accro, là, pour les hommes violents. Non, j'ai été intervenant psychosocial dans d'autres domaines autres que INCA par le passé, mais jamais à Accro. Donc, ce n'est pas moi. Pas en violence XY, là, conjugale et tout ça, là. Non, j'ai travaillé en itinérance, j'ai travaillé en réduction des méfaits. Wow! Aussi, mais jamais dans le domaine spécifique de la violence conjugale. OK. Donc, il y a un autre David à quelque part qui... Oui. Appel à tous. Appel à tous. Trouvons le David. Hey, travailleur social avec 2 enfants. Non, mais on s'entend, il ne doit pas en avoir tant que ça. Non, là, C'est pour ça que je dis peut-être 2. Mais, OK, mais toi, là, justement, vu que tu as commencé avant d'aller à INCA, qui est plus spécifique au niveau de l'handicap visuel, INCA fait juste nous rappeler, là, parce que quand on est dans le monde, on sait c'est quoi INCA, mais c'est pan-canadien, là. Oui, tout à fait. INCA, c'est l'acronyme francophone de CNIB, qui est le Canadian National Institute for the Blind. Yeah. En français, c'est l'Institut national canadien pour les aveugles. Oui. Maintenant, on dit INCA. Oui. On n'est pas canadien. C'est plus de, je pense, 70 bureaux comme le nôtre partout au Canada. C'est plus de 105 ans d'existence. OK. Et c'est beaucoup d'expérience et de connaissances pour soutenir les personnes qui vivent avec un handicap visuel et leur entourage, briser les barrières que l'handicap visuel peut amener, puis changer ce que ça signifie être aveugle, pour pas reprendre nos slogans. Oui, non, c'est ça. Mais comme là, maintenant, tu travailles là, mais avant ça, quand tu as parlé d'itinérance, réduction des méfaits, on s'entend, tu travailles pas au niveau de l'handicap à ce moment-là. Pas du tout. Bon, fait que naturellement, toi... C'est vers là que tu es allé. Tu es allé vers des clientèles qui ne sont pas en situation de handicap. Non, en fait, moi, dans mon histoire, c'est quand même très récent que je fréquente les organismes, que je m'investis au sein de ma propre communauté. Parce que, comme pour beaucoup de gens de notre communauté, j'étais le seul, on va dire, aveugle de service de mon coin, de ma région. Oui, c'est ça. Et qui n'a pas gravité du tout au niveau scolaire, de prise en charge de la naissance, pas du tout. Je suis rentré vraiment sur le tard. Oui, moi aussi. Ben, c'est ça. Vraiment très, très sur le tard, là. Tu sais, il n'y avait rien, là. En fait, je comprends. C'est ça, oui. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait une scolarité, on va dire, tout à fait normale, des expériences de travail au mieux que je pouvais avec les capacités que je pouvais, avec les mécanismes de défense et de survie qui étaient adéquats à l'époque. Et c'est ça, des expériences professionnelles diverses. Tout ça qui m'amène à m'emmener à INCA par le plus pur des hasards et plus de 6 ans plus tard à être le chef du programme psychosocial. Donc, ça veut dire que ça fait 6 ans que tu es à INCA, là. Donc avant, c'est ça, donc ça fait pas, tu sais, ça fait 6 ans, ça fait quand même pas si longtemps que ça, là. Donc, tu as fait plus longtemps en intervention... En extérieur. C'est ça. Oui. Puis quand tu dis justement, parce que, tu sais, je me reconnais vraiment, là, au niveau de... Moi, j'étais allée étudier en éducation spécialisée, là, donc même chose, là. On est dans un milieu où est-ce qu'on se dit, ça va être super accessible, plein d'adaptations. On s'entend, on n'est pas en informatique, là, tu sais. On est dans quelque chose de l'humain et finalement, on se rend compte que... c'est pas simple, hein? Tout d'un coup, je suis la seule qui est handicapée dans la gang et là, je dois me battre pour, en plus, dire, je peux pas être sur une cour d'école, là. Si vous me mettez sur une cour d'école, je suis un danger public, là, pour... mais il faut que tu te battes pour ça, c'est pas naturel. Sinon, on va dire, trouve des façons de t'adapter pour rester sur la cour d'école. Fait que, toi, tu es allé en itinérance, réduction des méfaits. C'est pas déjà des clientèles. C'est des clientèles simples. Avec des besoins particuliers, dans des contextes particuliers. Oui. Mais à la distinction de l'histoire que tu me racontes, pour une longue partie de ma vie, je n'ai pas pris en considération le fait que les autres pouvaient m'aider. J'ai pris en considération que c'était moi le seul et unique vecteur d'avancement et de progression et que je devais me mettre de l'avant avec ce que j'avais. Oui. Donc, en bien comme en mal, j'ai souvent occulté le fait de parler de mon handicap visuel qui était bien meilleur par le passé. C'était pas du tout la même réalité. Mais je me suis privé du bon comme du moins bon des situations, mais en faisant toujours de mon mieux
Puis des fois en passant aussi entre les mailles de certains filets. Ah oui, mais je comprends par contre ce que tu veux dire parce que moi aussi, là, c'était ça, là, c'est comme je vais trouver une façon et je vais compenser et ça paraîtra pas. Exact. Que j'ai un handicap, tu sais. Moi, j'arrivais à l'école, puis j'étais en mesure de te dire, mon petit bonhomme, il est habillé comment, puis c'est comme ça que je le repérais, c'est à cour d'école. Okay. Mais c'était une façon que j'avais trouvée. J'ai dit, il faut que je le sache, là, le matin, là. OK, parfait, lui, il est habillé en vert. Fait que c'est à cour d'école, je me tiens pas loin de... Et là, je spot ma petite tache verte. Ah, OK. Donc, fait que oui, fait que je comprends ce que tu veux dire, de dire que tu fais pas mal ce que tu peux, mais ça amène quand même, je sais pas pour toi, mais ça peut amener quand même de la colère, là, tu sais, des fois de dire, OK, mais là, y a-tu quelqu'un qui va m'aider un jour? Ben écoute, pour la petite parenthèse, c'est sûr que la demande d'aide, j'ai quand même eu du soutien de la part d'amis, beaucoup de la famille, bien sûr, qui, eux, étaient au courant et respectaient mon choix de l'époque. Mais le système de santé n'est pas parfait. C'est pas là une critique, mais moi, à l'âge de 14 ans, mon ophtalmologiste de l'époque m'avait dit « Tu perds la vue, on sait pas pourquoi, fais ta vie. » Fait que du haut de mon humilité de 14 ans, j'ai dit « Ah oui, c'est ce qu'un spécialiste peut me répondre, ben check-moi bien. » Ça a été la dernière fois dans 10 ans que j'ai mis les pieds dans une clinique d'ophtalmologie parce que je l'ai pris au pied de la lettre. Oui, mais c'est parce que quand tu dis le check-moi bien, là, ça, je le comprends très bien parce que moi aussi, c'est ça. Ah ouais? Ben, check-moi bien. Sauf que ça amène des fois que tu peux te mettre un peu les pieds. Oui. C'est ça. Tu penses que, mais finalement, comme tu dis, tu passes entre des cracks. Oui, ben c'est pour ça que je dis en bien comme en mal, hein, parce qu'il y a les expériences de la vie composées de bons coups, de moins bons coups et de très mauvais coups. Ben oui. Sauf que la différence, c'est que toi, tu avais 14 ans. Moi, par contre, la première fois que j'ai dit ça, c'est quand je suis rentrée en éducation spécialisée, puis j'ai regardé mon prof, puis il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu y arriveras pas. » À partir de ce moment-là, j'ai dit, ben check-moi bien. Fait que après ça, moi, mon mindset était tout le temps comme ça dans mes expériences de travail. Check-moi bien. C'était vraiment la phrase que je disais. Mais j'étais rendue, tu sais, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Ben toi, c'est 14. Ah ben oui. Tu l'as commencé beaucoup plus jeune que moi, là. Parce qu'à 14, je n'étais même pas au courant encore que j'avais un handicap. Tu sais, dans le sens que oui, mais j'avais une myopie. En fait, on ne savait pas encore que c'était un handicap, là. Oui, ben tu vois, quand même, à l'époque, à l'âge de mes 14-15 ans, on appelait ça une myopie sévère. Ah, bon. Ils appelaient ça comme ça, dans le sens que la dégénérescence visuelle n'était pas encore assez accrue. Non. Donc, ça, après ça, ils ont pensé un peu de l'errance diagnostique. Est-ce que c'est une atrophie du nerf optique? Oui, non. Maintenant, c'est confirmé par la physiologie de la pathologie que c'est une rétinite, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'à 14, maintenant, dans notre temporalité de là, il dirait que tu as une rétinite pigmentaire à 14 ans. Là, sont capables c'est ça, là, de dire ça. Mais là, ça veut dire que là, toi, à partir de ce moment-là, là, quand tu es au secondaire encore, est-ce que tu avais déjà une idée de dire hey, moi, je veux être intervenant, je veux aller en relation d'aide. En même temps, tu es très sportif, donc est-ce que... Écoute, oui. Je me rappelle le moment exact. J'avais pas une idée précise, mais je me rappelle du moment où je discutais avec mes copains de l'époque et qu'un tel savait qu'il voulait devenir programmeur informatique et l'autre, whatever quoi. Moi, je disais, je sais pas ce que je vais être dans la vie, mais la seule chose que je sais, c'est que je vais aider le monde à être meilleur. Oh, wow! C'est la seule chose que j'étais convaincu. Tu disais ça quand t'étais encore au secondaire. Ouais. Wow! OK, mais tu savais pas encore par quel chemin. Tu t'as pas dit je vais être travailleur social ou psychologue ou... Après ça, c'est l'idée de la psychologie, de devenir un psychologue, grandement. Ça m'a été très, très longtemps. OK. Après coup, un reality check m'a dit, ben écoute, puis j'ai découvert aussi ce qu'est le travail social et la distinction entre les deux disciplines. Qui n'est pas du tout la même chose. Non, qui n'est pas du tout la même chose. C'est ça. Donc, c'est ça, le travail social m'a appelé. Puis j'en suis grandement content maintenant. Et c'est travail social t'a appelé, mais justement, le cégep, la technique? Le cégep, en pré-universitaire. Donc, tu as commencé, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu as fait tes premières armes là, au cégep. Oui. Une technique. Non, mais c'était pas une technique. C'était pas la technique en travail social. C'était un pré-universitaire.
Okay. Après ça, j'ai été à l'université pour faire mon baccalauréat en travail social. Okay. J'ai un autre baccalauréat aussi en intervention par cumul de certificats axés criminologie. Ah, ben oui. 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 Ben oui, tu es allé chercher 3 certificats, mais dans la même branche, là. Ouais. OK. Puis toi, à ce moment-là, quand tu es allé faire ton bac, parce qu'habituellement, tu sais, nous mettent en contact, tu sais, avec justement différentes clientèles, tu sais, il y a ça, qu'est-ce que tu as le plus envie, tu fais tes stages. Ouais. Donc là, toi, à ce moment-là, est-ce que tu savais dans quoi tu voulais aller? Écoute, j'ai toujours été très intéressé par la psychologie. Maintenant, le grand champ de la psychologie, on appelle ça souvent la santé mentale. Oui. J'ai toujours eu un grand intérêt pour ça. D'ailleurs, mes premières armes d'intervention, ça a été à titre de bénévole à Suicide Action Montréal sur les lignes téléphoniques. Mon Dieu. Ça, c'est pas simple, hein, d'aller faire... non. Même juste être bénévole, là. Non. Mais c'est une excellente école. C'est une excellente école, mais ce n'est pas tout le monde qui peut y aller. Non, pas du tout. Puis c'est ce qui m'avait frappé lors de on va dire, l'entrevue de groupe pour les bénévoles, parce que c'est pas pour tout le monde, donc on est quand même trié. Oui, puis ils trient beaucoup. Oui, beaucoup, et les formations sont superbes d'ailleurs. J'espère que c'est toujours le cas maintenant. Oui, tout à fait. Et l'accroche qui m'avait, moi, beaucoup parlé, c'était si le bénévolat vous intéresse, ben dites-vous bien qu'ici, c'est le hardcore du bénévolat par les situations que vous allez rencontrer. Exact. Fait que moi, je me disais, ben écoute, si j'ai besoin d'un milieu pour apprendre et me tester, ben commençons par là. Mais c'est ça. Fait que déjà, on voit là que toi, tu n'es pas le genre à aller dans le plus simple, hein? Non. C'est ça. Donc, on va passer tout de suite par le chemin le plus difficile. Puis ensuite, ça va, parce que je pense probablement que ça t'allume aussi, ce côté-là. Peut-être un petit peu plus dans l'adrénaline. Ben, le sens du défi, de me mettre au défi, de progresser, je pense que c'est quelque chose qui m'habite la flamme vraiment. De faire des essais, des erreurs, d'apprendre, de recommencer, de revenir à la base et d'avancer, c'est ce qui m'habite dans à peu près toutes les sphères de ma vie. Bien, c'est ça. Puis ça veut dire que là, quand tu as commencé avec cette formation-là, bien, bénévolement, mais est-ce que là, tu le savais, OK, parfait, bien, moi, je vais aller avec une clientèle criminalisée, parce que comme tu es allé faire de la criminologie, on le sait, là, c'est pas parce que tu vas faire un certificat en criminologie que tu veux être nécessairement... avec, avec des détenus ou des gros criminels. Là. C'est ça, mais c'est que tu en apprends plus sur la trame, on va dire, de la délinquance, là, un petit peu plus. Donc là, toi, c'est comme si tu savais que c'était un peu là-dedans que tu voulais t'en aller, avec nos petits délinquants. Là, comme. J'ai toujours eu, on va dire, une certaine, peut-être, appétence naturelle en ce sens-là, qui suit la ligne du défi. Oui. Pourquoi être confortable quand ça peut être très inconfortable? Ben oui. Exactement. Sûrement que c'était des choix peut-être un petit peu inconscients à ces moments-là, mais comme on en discute, ça fait beaucoup de sens. Ben oui. Mais non, par exemple, tu vois, pour revenir à ta question initiale, travailler dans le domaine de l'handicap visuel, c'était pas dans ma lignée de mire du tout. Ah non, mais moi-même, c'est jamais... Moi, je me disais pas, je vais aller intervenante avec des personnes en situation de handicap. Alors que j'aurais été la meilleure personne placée. Bien non, sûr. mais je disais que j'étais la meilleure personne placée pour intervenir dans toute situation d'adrénaline, de se virer de bord, d'être en mode hyper-vigilance. Okay. Moi, j'avais un naturel, tu sais, je vais dire, il y avait une situation d'urgence, là, puis j'étais là. T'sais, en fait, premièrement, oui, ça m'allumait, là, littéralement, parce que j'étais bonne là-dedans. Alors, je me suis retrouvée dans toutes sortes de situations qu'il faut agir maintenant, et ça me valorisait aussi beaucoup, là, tu sais, dire, hey, tu sais, c'est moi qui ai l'handicap visuel, mais c'est moi qui est la plus apte à intervenir. Oui, je comprends. Mais non, moi non plus, je voulais pas travailler dans l'handicap. C'est comme si c'était quasiment un échec pour moi, là. À l'époque, écoute, ça, puis c'est intéressant, ça pourrait faire, je dis ça comme ça, mais le sujet de l'émission en tant que telle, oui, complètement. ce paradoxe-là, mais non, je te comprends totalement. Et là, ça veut dire que là, comme tu as parti ça plus, on va dire, plus dans le rough, là, tu sais, dans le rough and tough, à quel moment, tout d'un coup, parce que là, si tu n'étais pas non plus dans le monde de l'handicap visuel, comme tu dis, fait que probablement que tu n'avais même pas
connaissances nécessairement là, de INCA, puis que tu pourrais aller dans des groupes de soutien ou toutes ces choses-là, probablement que tu n'allais pas là non plus. J'avais eu une légère expérience avec INCA par l'entremise de mon centre de réadaptation et de mon intervenante de l'époque, Isabelle Boisvert, qu'on salue grandement. Oui, mais là, c'est sûr, c'est à toi j'ai parlé. C'est Isabelle Boisvert qui m'a donné le contact du fameux David, travailleur social. Ben écoute, peut-être qu'elle a insinué que je faisais du skate. On sait jamais. Peut-être. J'ai-tu une face de skater? Ben, qu'elle dit qu'il était super sportif. Puis, beau bonhomme, intelligent et tout. Oui. Là. Ouais, ben c'est moi. Ben là, ça doit être toi, là. Ben là, tranquillement, là, ça se rapproche, là. Ben écoute, probablement que ça doit être bon. On va valider avec Isabelle si tu veux nous appeler. Non, oui, c'est ça. Ben, c'est Isabelle qui m'avait mis en contact avec le fameux David, travailleur social. Ben oui, ben écoute, c'est par drôle. son intermédiaire que je me suis inscrit pour une première fois. Je me suis initié à un groupe d'entraide via INCA à l'époque. J'étais avec plusieurs femmes de ma tranche d'âge de partout au Québec. Oui. Ça avait été une belle expérience. Après ça, plusieurs années, c'est resté en suspens. Plus aucune activité. En fait, ça avait été la seule. Oui. Et au fil de mon bac en travail social, pour mon dernier stage de dernière année, je devais faire une intervention dans un groupe et je recevais toujours les pubs d'INCA. Ah oui. Et j'en discutais avec mon épouse de ma requête, de ma quête de stage et tout. Et par hasard, j'ouvre le courriel, puis c'est l'affiche des activités que je présente moi-même maintenant. Et ça me saute au visage. Je fais comme, je vais les appeler. Ah oui. Je fais, c'est copier-coller ce que je cherche. Le descriptif colle à 100% sur ce que moi je recherche. OK. Alors, j'ai contacté ma collègue Najla Nouri, qui en était la responsable à l'époque. Oui. Elle m'a accueilli. J'ai pu faire mon stage et j'ai découvert plus ample profondeur INCA, la communauté. J'ai fait mes premières armes en animation, intervention de groupe avec les gens de notre communauté. Et suite à ce 6 mois de stage-là, moi, j'étais engagé au CLSC de l'Est de l'île de Montréal. Oui. Et INCA, quand je venais rendre mon matériel de stage, mon ordinateur, on m'a offert une entrevue. Ah ben. Et je me suis prêté au jeu grandement parce que c'est des personnes que j'appréciais. Puis honnêtement, j'ai fait un choix de cœur, puis je m'en suis même pas gêné pour le dire. Choix de tête, choix de cœur, j'ai fait le choix de cœur, voilà, plus de 6 ans. Ben oui, et ça a été encore là. Donc, clairement que tu as fait un choix de cœur et que c'est encore quelque chose là, qui correspond à ce que tu souhaites et ce qui te nourrit, veut pas. Là, Mais là tu es devenu... Mais au départ, tu n'étais pas chef des programmes. Non, pas du tout. C'est ça, tu étais... comment tu l'appelais? Attendez une minute, j'étais l'intervenant psychosocial, après ça, coordonnateur des services psychosociaux. Ouais. Après ça, j'ai fait une petite année en tant que chef du programme jeunesse, qui est tenu maintenant par ma collègue Salma Moudrika. Oui. Et par la suite, il y a eu un remaniement. Ma collègue Najla a eu d'autres fonctions hiérarchiques supérieures et on m'a offert, dans le fond, le poste dans le programme que j'avais tenu le plus longtemps avec Najla et j'en suis devenu le chef depuis maintenant, je pense, bien 3 ans. Ça fait 3 ans à peu près que tu es chef de programme. Ouais, 2-3 ans, oui. Ça veut dire que c'est toi qui crée les programmes, les activités, les formations, un petit peu tout ce qu'on peut retrouver à INCA. Oui, bien évidemment, nous avons des manières de travailler à INCA, comme par exemple, nous misons sur l'intervention de groupe. Oui, beaucoup. Que ce soit au travers des formations techno, défense de droit ou même les activités psychosociaux. Oui. C'est vraiment l'intervention par le groupe. C'est un choix délibéré, philosophique de notre part. On mise sur le groupe en tant que vecteur d'avancement. Oui. Dans certains autres milieux, c'est de l'intervention individuelle, puis c'est très correct, mais nous, c'est un choix d'orientation. Oui. Il y a des activités qui sont prédéfinies par justement les gens qui m'ont précédé au poste, qui ont construit le programme psychosocial avec du super matériel, parce que c'est du bon matériel qui cible des enjeux généraux. Exact. Ben oui, parce que peu importe notre place sur le spectre de la cécité, nous avons beaucoup plus souvent qu'autrement des enjeux très similaires. Ah, tout à fait. Puis ce qui est quand même intéressant, c'est que moi, je voulais
qu'on fasse ta connaissance comme l'humain avant, mais après ça, tu vas pouvoir venir nous parler vraiment plus comme spécifiquement, OK, bon, ben là, on a telle activité, on travaille tel enjeu, puis on va pouvoir rentrer plus dans le concret de ce que fait INCA finalement. Mais moi, je trouve ça tout le temps intéressant de dire, ben oui, mais regardez le gars en arrière, tu sais, parce que souvent, quand on est intervenant, on est comme un peu en arrière, hein, tu sais, c'est pas nous qu'on met en lumière. Ben, moi, peut-être parce que je viens de ce milieu-là et je trouve que c'est le plus beau métier, là, je dis ça, tu sais, je suis animatrice à la radio, mais en fait, c'est parce que c'est l'intervenante qui est animatrice à la radio. Mais pour moi, l'intervention, c'est le plus beau métier. Cette relation d'aide-là, moi, il n'y a rien qui me fait le plus de bien, juste quand quelqu'un m'appelle pour me demander de l'aide. Là, je comprends. Hein? Je suis d'accord avec toi. C'est un des plus beaux métiers du monde. Je trouvais ça important de te mettre en lumière en premier pour voir, wow, OK, on va avoir du fun à aller finalement découvrir INCA et faire des activités avec toi, des groupes de soutien, tout ça, mais ça, on va pouvoir en reparler. Bien sûr. Bien, merci beaucoup, David Trudel-Bergamo. Ça a été un grand plaisir. Je remercie mes invités, Marc Lemieux, directeur général de la SAC, et David Trudel-Bergamo. Merci Mathieu à la mise en onde aussi, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.